Qu'avez-vous à déclarer? Pour accueillir sur le sol japonais le célèbre romancier américain William Faulkner, les journalistes ont devancé les douaniers. Quels aspects du Japon désirez-vous étudier? Que pensez-vous de la civilisation japonaise? Quelle est votre opinion sur Hemingway? L'âme peut-elle être un mal en soi? Et s'il en est ainsi, où est la vérité? L'éminent romancier répond à ces multiples questions et exprime la fascination qu'exerce sur lui la civilisation japonaise. Et pour ces journalistes, c'est la possibilité de prendre contact avec cet auteur insolite, délibérément obscur, qui, malgré ses singularités narratives, a conquis une place exceptionnelle dans la littérature contemporaine. À quelques 300 km de Tokyo, à Nagano, des étudiants nippons participent à des entretiens sur la littérature américaine. Là, le rythme ralenti du temps permet à l'esprit de se consacrer à la recherche, à la réflexion. Un coin tranquille, plaisant, dit Faulkner, doux à vivre, un climat qui m'est familier. Ici demeure une civilisation, un ancien ordre homogène de la race humaine. Les symboles jaillis des caractères contiennent plus qu'une banale relation. Un message instant et important, dépassant la simple information, tendant à quelque sagesse ou connaissance finale, détenant le secret du salut de l'homme. Une entrevue avec la vieille abbesse. C'est un aperçu nouveau du bouddhisme et de son importance au Japon. Et au bas de la porte, la femme qui vend aux touristes des fèves pour les pigeons. Un visage, remarque Faulkner, usé d'avoir vécu et de vivre encore son passé, comme si sa vie présente ne lui suffisait pas. Voici enfin quelqu'un qui ne connaît pas Faulkner et se moque de savoir ce qu'il pense d'Hemingway ou de la civilisation japonaise. D'autres pourtant. Les jeunes étudiants avides aux questions stimulantes, à la recherche d'un message qu'ils puissent appeler vérité. Et lui, ne possédant pas cette autorité-là, ne pouvait que proposer en toute simplicité que l'individu ne doit pas chercher un soutien pour s'appuyer, mais plutôt dresser la tête, fort de soi, de sa volonté, de sa ténacité, conscient du fait que l'espoir de l'homme réside dans sa liberté. Cette liberté n'est pas un don, mais un droit et une responsabilité qu'il faut mériter. Quant aux professeurs, ils viennent de loin pour échanger des idées avec le romancier, et Faulkner en conclut rapidement. Les Japonais ne désiraient pas un autre intellectuel. Ce qu'ils voulaient, c'était un être humain qui, s'il ne parlait pas leur idiome, pût écrire des livres qui correspondent à leur concept de l'art d'écrire, qui, en essayant de communiquer directement d'homme à homme, parla un langage commun bien plus vieux que toute langue spirituelle, car il est le simple langage de l'humanité. Quels aspects du Japon désirez-vous étudier? L'homme, des visages, les visages. Van Gogh et Manet les eussent aimés. Le pèlerin et son bourdon, poussiéreux de sa marche, accroupi à la porte de l'enceinte réservée, avant de commencer ce jour qu'il a peut-être lui-même sorti des ténèbres. Et voici un de ces visages beaucoup trop occupés pour avoir le souci de savoir s'il est heureux ou non. Visage sans passé et apparemment détaché de tout, même de ses parents.
La masse de cheveux bleu-noir de la geisha entoure son visage peint, tel un casque trop lourd pour ce coup délicat. Son kimono l'enveloppe de la tête aux chevilles. Pudicité exaltant sa féminité, là où la nudité ne servirait qu'à faire ostentation d'un corps de femme. Une modestie qui, à force de se proclamer, se nie. Le visage peint, fixe, sans expression, immobile et inaccessible. Cependant, au-delà, quelque chose de vif, de vivant, d'espiègle, ou plus qu'espiègle, malicieux, ou même davantage encore, sardonique et railleur, doué pour la comédie, mieux pour la parodie, la caricature, pour une vengeance sournoise et perverse contre la race humaine. Et Faulkner ajoute sur les femmes, « Elles ne parlent pas ma langue, ni moi la sienne. Cependant, 2 jours lui ont suffi pour connaître mon habitude de campagnard de me lever aux premières lueurs du jour. Elle sait que j'aime un endroit frais pour y déjeuner après ma promenade matinale, et voilà. La chambre faite, le journal du matin, le plateau du café. Elle s'enquiert sans prononcer un mot si je n'ai pas de linge à laver, et prolongeant son mutisme, demande la permission de recoudre les boutons et de repriser les chaussettes. Quand elle parle de moi, elle m'appelle sage et professeur, moi qui ne suis ni l'un ni l'autre. Elle est fière de m'avoir comme maître, et j'espère, contente que j'essaye de mériter cette fierté et de répondre à cette loyauté par de la courtoisie. Il y a beaucoup de loyauté dispersée dans ce pays. Sa plus petite part a trop de valeur pour être ignorée. Et outre les visages et les gestes, les conférences et les questions, l'homme qui aime la campagne a le temps de la regarder. Cette partie du Japon, dit Faulkner, est celle que je connais le mieux. Vos montagnes sont magnifiques, arrière-plan majestueux pour la bonne terre fertile où croît votre riz. Quel beau pays, splendide. Ce sont les mêmes champs de riz que dans notre vieux sud des États-Unis, où ils remplacent ça et là le coton. Votre champ est simplement plus petit, la culture plus âpre. Le travail fait ici à la main l'est chez nous à la machine, puisque nous possédons plus de machines que d'hommes. La nature est la même, seule l'économie est différente. Les noms des pommiers aussi sont les mêmes dans les 2 pays. Jonathan, Winesap, Delicious. La lourde frondaison d'été est d'un même bleu-gris. Mais là cesse toute ressemblance. Chaque pomme, dans son enveloppe de papier, jusqu'à l'arbre entier, prend pour l'œil occidental une signification et devient symbole de joie et de fête, tel l'arbre traditionnel du rite occidental de Noël. Mais ici, il accuse un sens plus profond encore, alors qu'en Occident ne se dresse qu'un seul petit arbre, parfois artificiel, par famille. Ici, tous les arbres sont parés, ornés, pour saluer et honorer des dieux plus anciens que le Christ. Un art, la simple construction de la maison de l'homme, que nos ancêtres occidentaux semblent avoir perdu au hasard de leur déplacement.
partout l'eau, le murmure de son clapotis, de la goutte qui tombe, comme si ce peuple sans cesse en appelait religieusement à cet élément, comme certains autres le font à ce qu'ils nomment la chance. Les outils qu'ils emploient évoquent ceux avec lesquels Noé dut construire son arche. Et cependant, la charpente de la maison semble s'élever et tenir comme par enchantement. La grâce et l'adresse transposées en un art et divertissement. Le tir à l'arc. Et dans la finesse d'une aquarelle. Quelque chose de fragile abrité au creux des montagnes, mais souple, robuste, longanime, un lieu de beauté, tenu avec sagesse par un peuple si aimable que 3 mots suffisent à l'étranger pour s'y diriger et vivre. Gohan, saké, arigato, le riz, le vin, merci. Et quand tout ceci a disparu, un autre encore que la mémoire connaîtra toujours, quoique l'œil ait déjà oublié, sayonara, au revoir.